Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Actu Matin sur la 97.1, Actu Matin, et le grand débat sur la Super Radio Métropolis Lomé. Et ce matin, nous sommes avec notre confrère directeur du journal en ligne, la Gazette du Togo.com, Idelphonse Akpaki. Idelphonse Akpaki, bonjour. Bonjour Eli, bonjour à tous les auditeurs. Merci de toujours accepter notre invitation, surtout pour débattre des sujets qui concernent la cité. C'était toujours un plaisir. Merci Idelphonse. On commence l'actualité, le débat sur l'actualité avec Jean-Pierre Fabre et sa fameuse rencontre avec la présidente de la commission portant réflexion sur les réformes. Et Jean-Pierre Fabre qui a tout d'abord à la sortir, bien sûr, au sortir plutôt de cette rencontre, a exprimé le désaveu qu'il nourrit vis-à-vis de cette commission. Et Jean-Pierre Fabre qui va très loin et qui a un courrier en date du 19 février adressé à la dame Awanana ne va pas par quatre chemins pour condamner ce qu'il considère comme une entorse à la vérité. En effet, Jean-Pierre Fabre dit: je suis donc surpris de constater que dans votre lettre de remerciement du 9 février 2017, qui fait suite à nos entretiens du 7 février 2017, vous prenez la liberté de formuler le vœu de continuer à compter sur mon soutien. Je veux encore une fois être clair et sans équivoque, je ne soutiens nullement ni votre commission ni votre démarche parce qu'elles sont contraires à l'esprit et à la lettre de l'accord politique global. Écrit donc Jean-Pierre Fabre, assurément très en colère. Idelphonse, les raisons évoquées ici et là par Jean-Pierre Fabre sont-elles suffisantes pour justifier cet anathème qu'elle jette sur cette commission? Je voudrais situer un tout petit peu le débat par rapport à la lecture de la lettre que vous avez faite. Ça n'a pas été seulement au sortir de la rencontre que M. Jean-Pierre Fabre a eu à dire à Mme Awanana ses impressions. Les vidéos que j'ai qui sont sorties de la rencontre avec la délégation du Hkroun. On peut visualiser sur votre site la Gazette du Togo. La délégation du Hkroun et celle de l'ANC. Je crois que le chef de file de l'opposition a été clair avec la présidente. Oralement, en la regardant tout droit dans les yeux, il lui a dit ce que je peux appeler aujourd'hui, entre guillemets, ces quatre vérités par rapport à la mission qui a été confiée à cette institution-là. Maintenant que la présidente, usant du faux fuyant, du dilatoire, comme ça a été toujours le cas du pouvoir en place, pour dire dans sa correspondance de remerciement, réitérer encore sa volonté, puisque c'est une mission qui lui a été confiée, de continuer, je crois qu'il était encore normal de la recadrer et de la renvoyer à l'accord politique global. Et pour ce qui me concerne, moi, en tant que journaliste, pour faire le décryptage de ce point, je voudrais qu'on situe ce que nous appelons par un accord. Un accord a été toujours le fruit d'un consensus. On suppose que l'APG a été le seul compromis que l'État togolais dispose aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'accord qui a rassemblé presque toutes les forces vives de la nation. Presque. Et nous ne pouvons pas dire que c'est parce que certains partis politiques signataires de cet accord ne sont pas encore là qu'on ne peut pas mettre en œuvre les termes de cet accord. Ce qui est un peu malsain et immonde qu'on peut relever de la part du pouvoir en place, c'est le manque de volonté qui était remarqué, qui a été constaté juste au lendemain de la signature de cet accord-là. Mais moi, je suis beaucoup plus éberlué et offusqué quand je me rends compte que il y a quelques années, et plus précisément en février 2009,
le chef de l'État togolais a dit sur une radio de la diaspora, plus précisément FM Liberté, qu'il est garant de cet accord et qu'il fera tout pour que les termes de cet accord-là soient mis en œuvre. Il est allé loin jusqu'à dire que, je le cite, « Je ferai les accords avant la présidentielle de 2010 ». Lorsque un chef d'État se met dans la peau de quelqu'un qui est garant d'un accord et qui est resté muet depuis février 2009 jusqu'à aujourd'hui, on peut juste parler de mauvaise foi, du manque de volonté. Et quand il faut situer les choses, et quand moi je parle de mauvaise foi et de manque de volonté politique, je peux vous dire qu'après l'accord qui a été le fruit d'un consensus de deux groupes du pouvoir et des partis politiques de l'opposition, on est passé après à des dialogues qui ne devaient normalement pas avoir lieu. Parce que quand vous prenez l'accord lui-même, au chapitre 3, les réformes à opérer et les conditions, les situations, la manière dont il faut les opérer se trouve dans le chapitre 3 de ce même accord. Mais on est passé outre. On a eu des dialogues, on a eu des CPDC. Moi, je ne peux pas en compter, mais je sais que c'est 3 CPDC qu'on a eu. Après, il y a eu les discussions de couloir. Il y a eu même les recommandations de la CVG qui a dit pour apaiser, puisque c'est dans un esprit d'apaisement et de réconciliation, la CVG, dans ses 68 recommandations, a demandé que les recommandations, celles qui ont trait à la Constitution et aux institutions, soient faites. Et après, il y a eu les lettres du chef de file de l'opposition. Vous savez, j'en compte au moins 2. Ces 2 lettres du chef de file de l'opposition qui rappelaient au chef de l'État, garant de cet accord, il faut mettre en œuvre ces accords-là. Et après, c'est ce machin du Ashkroun que le chef de l'État a mis en œuvre. Les conclusions, vous et moi, est-ce que vous les savez? Les conclusions de Ashkroun, les conclusions de la dernière fois de l'atelier de juillet passé, est-ce que vous le savez? Non. Et maintenant, c'est le chef de l'État qui parle d'un groupe d'intellectuels, tout comme si ceux qui ont signé les accords, les CPDC qui sont passés, les lettres du chef de file de l'opposition, les recommandations de la CVGR, et puis les conclusions même du Ashkroun. Vous devez vous poser la question de savoir ceux qui ont réalisé tout ça là ne sont pas des intellectuels. Ildefonse Akpaki, la question qui se pose essentiellement aujourd'hui, c'est par rapport à l'APG même, par rapport à sa caducité ou non. Et plus de 10 ans après la signature de l'APG, en quoi cet accord est-il encore d'actualité? Parce que de la signature de cet accord en 2006 à aujourd'hui, on compte 2 élections présidentielles et 2 élections législatives. Je voudrais faire cette remarque. L'accord cadre, l'accord politique global est un accord qui engage l'État togolais. Et quand on parle de l'État, on dit souvent que l'État est une continuité. Et quand vous me dites qu'il y a eu 2 élections présidentielles, alors vous ne me direz pas que ce qui a été amorcé à la première, ou bien au premier mandat ou à la première mandature présidentielle n'a pas connu de continuité. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que dans le droit, il est dit, dans une convention, dans un accord, il est dit que quand vous les signez, il y a ceux qu'on appelle les ayants cause et les ayants droit. Ceux qui l'ont signé, ce n'est pas parce que vous avez signé un accord qui engage un État que vous mourrez que l'accord ne va pas faire son chemin. Ce n'est pas parce que les partis signataires de l'époque ne sont plus là que l'accord qui engage un État et que l'État qui était une continuité ou qui a eu une continuité ne peut pas continuer. C'est un faux débat.
À écouter ceux qui défendent la thèse de la caducité de cet accord, ils estiment que la légitimité réclamée à l'époque où la légitimité accordée au pouvoir Fonya Simbe à travers cet accord a été révolue ou a été acquise finalement par Fonya Simbe à travers 2 élections qu'il a gagnées. C'est de la mauvaise foi, c'est de l'incongruité. Il faut avoir le courage de le dire. Vous savez, dans les conditions que cet accord a été signé, c'est-à-dire que le pays était à terre. Et dans certains pays, avant qu'on ne signe ce genre d'accord, on suspend la Constitution. C'est parce qu'il y a eu une crise politique. Et s'il faut s'atteler encore au terme de la Constitution, cela ne recadrerait pas avec la situation qui prévaut. Et alors on signe un accord politique global, on l'a appelé. Et la feuille de route, c'était quoi? C'était tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a relevé. Et pour asseoir, ou bien pour faire asseoir un État digne de ce nom, il faut corriger les erreurs qu'il y a eu dans la Constitution. Il faut revoir les institutions de la République qui sont pour la plupart inféodées au pouvoir. Alors, qu'on ne nous dise pas aujourd'hui que c'est parce qu'il y a eu 2 présidentielles qui sont passées et que à travers ces présidentielles-là, le chef de l'État actuel est assis et il a une légitimité. D'ailleurs, le chef de l'État, s'il ne faisait pas preuve de mauvaise foi, ne pouvait pas rester muet quant à l'application, la mise en œuvre des termes de cet accord-là. Parce que c'est l'accord-là qui a légitimé son fauteuil. Après la légitimité acquise à travers cet accord qui est l'APG, vous l'avez laissé, ou l'opposition a laissé le président, ou l'opposition a participé à des élections qui sont le cadre institutionnel de légitimité. Oui, mais on ne refuse pas. Vous nous dites aujourd'hui que vous êtes des gens de mauvaise foi et que vous gouvernez le pays à votre guise, et le peuple sait qu'il a à sa tête des gens qui n'ont aucun respect pour lui, parce que je rappelle que cet accord-là engage l'État, et qui engage l'État engage le peuple. Vous ne pouvez pas faire preuve de mauvaise foi et dire aujourd'hui que c'est parce que l'opposition a participé à légitimer. Et vous qui vous mettez dans l'esprit d'incarner les institutions de la République et qui faites des promesses et qui signent des accords et qui les violent allègrement, et vous n'avez pas de conscience. Non, c'est une question de conscience. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes le garant d'un accord et que cet accord-là devait être, les termes de cet accord devaient être mis en œuvre depuis des années, et dire aujourd'hui, ou jeter l'anathème sur l'opposition comme quoi l'opposition a participé. Moi, j'ai toujours dit à mes amis avec qui j'échange pour la plupart du temps que ceux qui disent que l'opposition avait commis une erreur en participant aux présidentielles qui sont passées, je leur ai dit que si vous faites l'analyse du régime et du système qui incarne l'État togolais, que vous le veuillez ou pas, ils iront aux élections. Et on ne saura jamais que c'était des hold-up électoraux. Vous vous rendez compte que dans un conglomérat de partis politiques, des gens qui se disaient qu'ils n'allaient pas être candidats à la présidentielle, à quelques jours près, des gens qui ont été candidats à la législative, ou bien aux législatives, qui n'ont eu que 0, quelques poussières, qui ont échoué dans leur propre localité, c'est eux qu'on a coopté en catimini pour être candidats. Je veux nommer Djeri Tama. Mais moi j'étais très malheureux de me rendre compte que Djeri Tama a été candidat à la présidentielle d'avril 2015. Nous sommes en démocratie quand même. Oui, mais où dans sa propre localité, il n'a pas pu réunir une seule voix. Il a eu 0, quelques poussières. Et c'est ce monsieur-là qui se pointe à la présidentielle. Lorsque vous-même, vous n'êtes pas accepté dans votre maison, vous pensez que c'est dehors. Juste pour vous dire que le pouvoir trouvera toujours une brebis galeuse pour
pour se présenter. Et on vous dira que le chef de l'État n'a pas été le seul candidat. Si vous connaissez très bien le régime et le système qui régente l'État togolais, il y a des analyses qu'il faut éviter de faire pour jeter l'anathème sur X ou Y. Mais jetez toujours l'anathème sur ceux qui ont la charge de la chose publique togolaise. Voilà un peu. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a eu ces visites de la délégation de Ashkroun au parti politique, et j'ai entendu certains qui ont réagi par rapport à ce que Madame la Présidente a dit, j'ai souri. Parce que justement, la situation que nous vivons au Togo provenait de ceux-là. La modification de 2002, qui a fait que les institutions togolaises sont devenues aujourd'hui illisibles, inféodées au pouvoir, mais a été l'œuvre de quelqu'un qui s'agite dans l'opposition togolaise. Quand moi je l'écoute, il me fait rire. Vous parlez de qui exactement? Je parle de M. Gabriel Agbeomé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours rappelé que en décembre 2002, il était encore président de l'Assemblée nationale. En décembre 2002, il était encore président, ou il venait juste de quitter le pays. Non. La constitution togolaise a été sodomisée le en 2002. Décembre 2002. Et avant cela, il y avait eu des manifestations à l'INFA de Tové à Palimé où l'ancien... non, c'était plutôt, il était le Premier ministre. Il a sorti une lettre... Non. Mais bien avant. Il était avec Fambaré Ouattara Nachaba, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale. Et ils ont regroupé des gens à l'INFA de Tové. Ils ont marché à Palimé pour dire que le peuple veut la modification. Et cette modification de décembre 2002, c'est ça qui a rendu aujourd'hui illisibles les institutions togolaises. Parce qu'à l'époque, le général Yadema avait donné sa parole de militaire qui ne briguera plus un énième mandat. Mais la supercherie du 31 décembre 2002 a fait que la constitution a été modifiée, toilettée. C'était le terme que Nachaba lui-même avait utilisé, toilettée, et qui avait ouvert un boulevard au général à feu, le général Yadema. Vous voyez, de 2002 jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu que normalement, ceux qui étaient les initiateurs de cette erreur-là, qui a jusqu'à aujourd'hui plongé le Togo dans des méandres de tout ce que vous pouvez dire, ne devait pas normalement parler et jeter le discrédit sur les autres. Oui, parce que comme moi par exemple, quand on prend des pays comme le Sénégal, quand on prend des pays comme le Burkina Faso, on a vu des collaborateurs du pouvoir ancien, du pouvoir dictatorial, aujourd'hui revenir à la commande de la République en tant que de vrais démocrates. Je ne refuse pas que ceux qui ont été ou bien qui sont restés jusqu'à aujourd'hui, des bourreaux entre guillemets du peuple togolais, je ne refuse pas qu'ils ne viennent pas aux commandes. Mais je refuse qu'ils jettent la responsabilité de leurs erreurs sur les autres. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, je vous dis, et les images sont là, que ce sont eux, M. Gabriel Agbeomé et Ouattara Nachaba, qui ont réuni des populations à l'INFA de Tové, qui ont marché dans les rues de Palimé pour dire que le peuple veut qu'on modifie la constitution pour donner encore une chance à feu le général Yadema. Vous savez, la politique est une situation de contexte. Peut-être qu'à l'époque, le contexte exigeait cette démarche. Non. Je suis sûr que le général Yadema n'a pas été bête en demandant aux populations de voter oui pour la constitution de 1992. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il a été bête? Vous savez, la constitution... Est-ce qu'à l'époque, il n'avait pas une La constitution de 92 a été votée à 98,11% des Togolais. C'est la majorité qui a le fait. Mais vous ne pouvez pas me dire que quelques années plus tard, le général Yadema, qui avait même donné sa parole de militaire, puisque c'était sous la bannière de cette constitution-là qui a été votée, qu'il a pu se présenter à la première élection, à la deuxième élection de 98. D'abord la première de 93, la deuxième de 98. Le 21 juin 98. Oui, et que normalement, en 2003,
Il ne devait pas. Parce que la Constitution, en son article 59, disait en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et c'est ce qui fait aujourd'hui problème. Quand on n'est pas arrivé aujourd'hui à considérer que le pouvoir ou bien l'alternance est devenu aujourd'hui tabou au Togo, c'est parce que des gens ont volontairement sauté le verrou de la limitation du mandat présidentiel. Est-ce que la limitation du mandat présidentiel est la clé de voûte de cette réforme? Je vous dis oui. Parce que les gens parlent de leur champion. On toujours parlé de leur champion. Je crois, quel champion en quoi? J'ai eu l'occasion de poser la question à un des confrères qui soutient les actions du chef de l'État. Il est champion en quoi? En fraude. Parce que toutes les élections qui ont eu lieu, présidentielles surtout, ont été le fruit d'un hold-up électoral. Je l'ai toujours dit, je le dirai. Le dernier en date, vous avez vu comment les gens cagoulés sont venus virer une partie des membres de la CENI. Et vous avez vu comment la CENI est devenue bancale. Et soit dit en passant, lorsque nous parlons des réformes à faire avec le Ashkroun, vous savez que madame la présidente du Ashkroun, elle a aussi le médiateur de la République. Vous savez que les membres de la CENI qui ont été virés illégalement ont adressé une lettre à madame la présidente en tant que médiateur de la République pour dire la situation qui a prévalu la veille de ce que nous pouvons appeler la proclamation des résultats. Mais cela viole d'ailleurs les textes électoraux. Et donc on a demandé à madame qui doit, ou bien à qui le chef de l'État a confié la mission de régler un certain nombre de problèmes. Mais les gens se sont focalisés sur des textes, sur des lois, pour dire, le médiateur de la République, ce qui nous a été fait est le fruit de l'arbitraire. Donc, en tant que médiateur de la République, comme moi je l'ai toujours vu avec Albert Tevoadjere au Bénin, mais il faut arriver à faire quelque chose. J'ai été très éberlué de constater dans sa correspondance-réponse qu'elle était incapable de résoudre juste le retour à la CENI des membres. Mais juste le retour à la CENI des membres, madame n'arrive pas à le faire. Et on me confie un dossier dont la portée, vous-même, vous vous rendez compte, la portée n'est pas juste une réadmission des membres, mais de corriger les erreurs de l'histoire politique du pays. Alors qu'elle-même, elle est l'une des actrices des erreurs que le peuple togolais traverse aujourd'hui, faute de ce qu'elle n'a pas eu le courage de dire la vérité. Et l'histoire a retenu. En 1998. L'histoire retient. Et l'histoire rattrape. Je suis sûr que même si on fait preuve de mensonge, si on fait preuve du dilatoire, l'histoire finit toujours par rattraper. On saura un jour, même si on meurt, on saura un jour qu'elle aussi, elle a participé à la situation qui prévaut aujourd'hui et que le peuple togolais est abandonné à lui-même. Oui, le peuple togolais est abandonné à lui-même. On ne voit que l'opposition togolaise, notamment l'ANC ou le CAP 2015. On ne voit que ces partis, on ne les voit que dans les dénonciations, mais pas d'action effective pouvant amener le pouvoir à fléchir. Oui, mais n'est-ce pas par faute de regroupement, puisque en 2012 on a vu avec le CST comment est-ce que les manifestations de rue quelle portée les manifestations de rue ont eu. Vous savez, il faut être véridique. L'opposition togolaise a des problèmes en matière de regroupement pour des actions données. Il y a énormément de problèmes. Quelqu'un dirait que l'opposition togolaise a échoué sur tous les plans. Oui, c'est ça, c'est son opinion. Je peux aussi dire cela avec réserve, mais je dis qu'avec le peu de moyens, ils essaient de faire ce qu'il a lieu de faire. Voilà pourquoi l'une de vos invitations, au cours desquelles on était en train de discuter, vous avez parlé du parti du radicalisme. Je vous demandais, ce radicalisme, c'était par rapport à quoi? En face, on a des gens qui ont des armes. Est-ce que vous avez vu, ou bien vous avez eu la chance de voir les responsables politiques de l'opposition
excusez-moi le verbe que je vais utiliser, d'étaler devant les gaz et grenades lacrymogènes lors des manifestations. Ils n'en ont pas le droit puisque la force publique appartient à l'État. S'ils étaient des radicaux, cette scène n'allait pas avoir droit. Il y aurait de part et d'autre des affrontements terribles à armes égales. Mais si tel n'est pas le cas, je suis désolé, mais ce n'est pas ça. Donc voilà. Et c'est peut-être beaucoup se demandent aujourd'hui, hein, quand vous interrogez le Togolais lambda dans la rue, il dit il ne croit plus à rien. Il ne croit plus à rien par rapport à ce qui concerne une certaine alternance, un certain dénouement de la crise sociopolitique togolaise. Oui, mais il ne croit plus à rien, mais est-ce que ce sont les Béninois et les Burkinabés qui viendront faire quelque chose au Togo? Vous ne croyez à rien? Alors, cette situation de résignation ne doit pas avoir droit de citer. Donc on va jusqu'à parler d'une certaine complicité entre le pouvoir et l'opposition togolaise, notamment Jean-Pierre Fabre. Non, c'est leur opinion que je respecte. C'est leur opinion. Je respecte. Mais jusqu'à preuve du contraire, la lutte continue, je crois. La lutte continue. Oui, et Ildefonse Akpaki, l'autre sujet que nous abordons, c'est par rapport à l'agression du journaliste Robert Avotor. L'Observatoire togolais des médias est OTM préoccupé par la tournure, bien sûr, que prennent les agressions contre le journaliste de l'Alternative. Vous l'avez également lu, Robert Avotor, surtout la tentative de son élimination physique. Le dimanche a saisi donc hier le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yak Damham. Une rencontre qui a eu lieu donc hier dans les locaux du ministère entre Yark et le commissaire Awa, l'attaché de presse, le lieutenant-colonel Akobi et le journaliste Robert Avotor, victime, accompagné du président de l'OTM, Aimé Ekpe, du directeur de publication du journal alternatif Ferdinand Haïté, du directeur du journal Le Rendez-vous. Robert Avotor, au cours de la réunion, a raconté dans les moindres détails sa mésaventure depuis le 7 février où il a été battu par des gendarmes sur le lieu de reportage à 14 Viépé, c'est ça, jusqu'à sa nouvelle agression le dimanche nuit. Il n'a pas passé sous silence ses difficultés à la justice où on refuse tacitement d'enrôler ses plaintes. Heureusement, le ministre de la Sécurité a témoigné sa compassion à l'égard de notre confrère et promis que les auteurs qui sont facilement identifiables seront punis. Il a en outre instruit ses services pour assister Robert Avotor dans les compléments des analyses médicales, notamment la radio du crâne et autres, pour s'assurer de sa santé. Des journalistes agressés, ça fait peur, surtout que nous sommes dans un état démocratique ou en construction, dans un état qui est en train de construire sa démocratie. D'abord, en tant que patron de presse, je condamne cet état de fait qui ne devait normalement pas avoir droit de citer dans une cité où les premiers dirigeants disent que nous sommes d'abord dans un état de droit, que nous devons nous réconcilier, que nous devons unir nos forces, que nous devons bâtir une nation où tous doivent s'aimer, doivent opérer ensemble. Cela ne devait pas avoir droit de citer. Mais ce qui me choque, c'est que, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, que c'est des gens qui sont identifiables, hein? Bien identifiables. La première remarque devait venir du commandement de la gendarmerie, qui devait, comme ça se fait dans des pays dirigés par des gens qui sont civilisés, je n'insulte pas. La première réaction devait venir du commandement de la gendarmerie, où on devait déjà situer la population par sur rapport les faits. Au fait que ceux qui ont procédé à cet acte-là ont été mis en arrêt de rigueur. Ils devaient normalement être mis en arrêt de rigueur, comme c'est le cas aujourd'hui en France où ce jeune a été tabassé. Oui, violé par ces polices-là. Et vous avez vu ce qui a été fait. Et pire, le chef de l'État, François Hollande, s'est rendu au chevet de ce dernier jeune, avant que les enquêtes ne se poursuivent. Alors,
la première erreur est venue du haut commandement de la gendarmerie qui devait situer, puisque lorsque ça partirait du commandement, ça devait arriver au ministre de la Sécurité, puisque c'est lui qui chapeaute tout, en fait. Il a sous sa responsabilité la police et la gendarmerie. Il s'avère que c'est la brigade de Zanguera qui a été pointée du doigt. Et c'est de là que les éléments ont opéré. Bon, maintenant, si cette gendarmerie n'est pas arrivée à rendre compte à l'état-major de la gendarmerie pour que l'affaire atteigne le ministère de la Sécurité, j'ai eu un tout petit peu froid au dos parce que vous avez dit tout à l'heure que le ministre a invité les uns et les autres et il a bien voulu savoir est-ce que le compte-rendu lui a été fait fidèlement pour qu'il essaie de savoir. Donc je situe la responsabilité au niveau du haut commandement de la gendarmerie qui n'est pas arrivé dans un premier temps à faire ce qu'il y a lieu de faire, puisque la scène s'est passée au vu, au su des témoins qui ont aussi confirmé que le confrère était en gilet. Moi j'ai dit le gilet, tout le monde peut porter le gilet, mais à partir du moment où il sort sa carte de presse qui l'identifie comme un journaliste, je ne vois pas pourquoi on peut le violenter. Et donc c'est fait à dessein. Et ça fait mauvaise presse au Togo, à l'État togolais. Non, c'était toujours comme ça. Moi-même qui vous parle, il y a des choses que je reçois comme messages qui me font sourire. Donc, je ne suis pas surpris que c'est au Togo. Et moi, j'ai dit depuis que cette histoire-là a commencé que c'est le retour des vieux démons qui veulent encore plonger la presse togolaise dans les méandres de ce que vous savez. Parce que il y a quelques années, sous le régime Yadéwan, ce qui se passait n'est pas différent de ce qui se passe aujourd'hui, où après avoir violenté, torturé le journaliste, on cherche à le liquider physiquement. Et déjà sur les réseaux sociaux, on parle du fait qu'on dit ils veulent semer la terreur en étouffant les journalistes indépendants, ceux dont les critiques les dérangent. La fermeture arbitraire de certaines radios et télévisions participe à cette campagne de chasse aux journalistes indépendants. Voilà la mauvaise presse dont je parle du Togo. Justement, et c'est pour cela que je te parle des messages que je reçois des fois. Je te parle de certaines rencontres que j'ai avec certains amis qui sont de l'autre côté, qui me disent mais toi là. Alors je répondrai comme je réponds toujours. Si le Seigneur m'a fait grâce d'être ce que je suis aujourd'hui, je me rends compte que c'est un sacerdoce. Je l'ai dit le 5 février lors de la commémoration du premier anniversaire de naissance de la Gazette du Togo que moi je ne demanderai jamais pardon pour la vérité que j'ai dite, quel que soit ce que ça m'écoutera. Je sais qu'ils sont à l'écoute, qu'ils m'écouteront. Je le dis parce que ce que je suis ne vient pas d'eux. Je suis chrétien. Je ne veux pas me fier à mon ventre pour dire que ce qui est de la couleur noire est blanc. Fier contre moi. Si le Seigneur accepte que cela m'arrive, cela m'arrivera. Mais si c'est l'homme, je vais l'échapper toujours. Et je serai toujours prêt à lutter aux côtés de ce peuple. N'en déplaise à ceux dont mes propos ne font pas du bien. Et donc c'est un fait qu'il faut dénoncer à plus juste titre, parce que j'ai eu hier le directeur de publication de l'Alternative qui m'a fait un tout petit peu le point sur la rencontre avec le ministre. C'est une rencontre que je salue, la démarche du ministre que je salue, mais je ne voudrais pas que toutes les entreprises du ministre Yark qui commencent par les enquêtes sont ouvertes et qui ne donnent rien, je ne voudrais pas que ça soit ça. Parce que chercher à ôter la vie à quelqu'un, aujourd'hui c'est à vos torts, demain ça sera qui? Si aujourd'hui nous ne nous levons pas comme un seul homme pour dire ce que vous êtes en train de faire là c'est mauvais, peut-être que nous serons tous mis dans la même assiette.
Et c'est la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, FIACAT, et l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Togo qui dit stop à la violence contre les journalistes. Et une lettre signée depuis Paris, Lomé le 16 février de Paris et puis Lomé le 16 février 2017 dit que M. Avotok Kossi Robert, journaliste de l'Alternative, a été victime de traitements cruels, inhumains et dégradants par des éléments de la gendarmerie lors d'un reportage à 14 VP au Togo sur la démolition de maisons ordonnées par la Cour suprême. La FIACAT et la CAT Togo condamnent fermement ces actes qui s'apparentent à des traitements cruels, inhumains et dégradants, voire à des actes de torture, conformément à ses engagements internationaux et notamment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants, ratifiés par le Togo et à sa constitution. Le gouvernement togolais doit veiller à ce que ces faits fassent l'objet d'une enquête prompte et que les auteurs de ces actes soient punis adéquatement et proportionnellement à la gravité de ces faits et que la victime puisse obtenir compensation. En outre, la FIACAT et la CAT Togo estiment que ces faits constituent une entrave à l'exercice de la liberté de la presse et la liberté d'expression, également protégée par la constitution togolaise. La FIACAT et la CAT Togo rappellent l'interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants et appellent l'État togolais à mener une enquête indépendante, complète et approfondie sur ces faits et sanctionner bien sûr adéquatement les auteurs de ces actes. Voilà, Ildefonse, un communiqué qui est parvenu à la rédaction de Métropolis ici, un communiqué venant bien sûr de la Fédération internationale de la CAT, de l'action des chrétiens plutôt pour l'abolition de la torture et l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Togo. Oui, je crois que j'ai eu le même communiqué, j'ai même eu à converser avec un des membres hier et c'est l'occasion ou jamais de dénoncer cela et puis nous saluons ces genres de réactions. J'en ai eu également de la Ligue togolaise des droits de l'homme et puis de Asivito aussi, qui ont condamné. Donc ce qui veut dire que l'acte qui a été posé par ces... Moi, je ne comprends pas, par ces gendarmes qui sont supposés protéger les populations. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société sans gendarmes, sans police. Non, mais moi je ne comprends pas les gens qui ont la mission de protéger les populations. Ce sont ceux-là qui sont les premiers à les violenter arbitrairement. Ils sont payés pour protéger. Mais moi je ne comprends pas dans les déclarations de Avotor. Il dit, mais quand les gendarmes se sont rendus compte que il est membre de la rédaction, l'Alternative, on dit, ah mais c'est vous ça. Alors, vous ferez ça dans vos chambres. Non. Donc ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de journalistes qui ont été calqués et à qui on veut régler des comptes. N'est-ce pas des zélés? Est-ce qu'ils ont reçu, est-ce qu'ils sont en mission? N'est-ce pas des zélés, des gendarmes ou voilà pourquoi des agents de force de l'ordre qui voudraient se faire voir? Non, mais c'est pour cela que j'avais dit que le haut commandement de la gendarmerie avait eu tort. Parce que si le rapport de cet acte-là avait été fait acquis de droit, on devait savoir avant même que le premier responsable... pas parler aujourd'hui d'une certaine complicité. Voilà. Si tel n'a pas été le cas et jusqu'à aujourd'hui, c'est hier que le ministre de la Sécurité a bien voulu savoir ce qui s'est passé sans au préalable faire diffuser un communiqué pour dire il y a ceci qui s'est passé, mais pour le moment nous sommes en train d'investiguer pour savoir. Si tel n'a pas été le cas, imaginez ce que les gens peuvent dire. C'est la raison pour laquelle moi je dis, mais beaucoup sont allés à des spéculations d'une certaine complicité. Je dis que je sais qu'il y a un certain nombre de journalistes indépendants qui ne sont pas aimés, qui ne sont pas appréciés, ni des pouvoirs publics, ni de ces forces de sécurité. Moi j'ai dit, et les témoins sont là, j'ai vu combien de fois on a tiré des gaz lacrymogènes sur moi aux manifestations, à bout portant. Mais le dernier voulait me faire partir le sexe. Il a fallu que d'un geste que j'écarquille mes jambes pour que le gaz lacrymogène passe. De justesse. De justesse. Les confrères qui étaient là à l'époque ont crié. Et donc, si je n'étais pas visé, puisque je n'étais pas parmi les manifestants,
journalistes étaient à l'écart, tu le sais très bien. C'est ce que Un nous gilet. Et pourtant. Et donc, je sais. Voilà pourquoi je dirai toujours ce qu'il est le dire. Je ne vais jamais inventer. Je fais tout pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Mais comme nous vivons dans un pays où même les premiers dirigeants aussi falsifient des choses. Oui, il y a des affaires aujourd'hui où les citoyens qui en sont victimes n'ont jamais participé à ces genres d'actions. Mais comme on en veut à ces derniers, on a inventé des scènes pas possibles, on les a écroués. Nous avons ça. Et il faut qu'ils comprennent aussi que la manière de faire les choses comme ça nous permettent à nous qui ne voulons pas regarder dans la même direction que nous avons un mental fort. Puisque c'est eux qui nous forment maintenant à ces genres de choses. Et on souhaite que nos confrères de LCF puissent avoir ce même mental fort, puisque vous le savez, c'est près de 80 journalistes qui sont au chômage. Et cette affaire LCF Larac, vous continuez de la suivre. Quelles sont les nouvelles? Vous savez, cette affaire-là, moi je la discute sur deux volets. Je prends le mandat social de M. Faure Gnassingbé et je prends les lois qui régissent la profession de la presse au Togo. Alors, vous permettez que je parle un tout petit peu parce que vous avez fait allusion à une 80aine de nos confrères ou bien de nos frères et sœurs qui viennent de perdre leur boulot, qui sont en chômage technique. Bien. Il était une fois le groupe Sud Média et son personnel. Eux, ils sont 80, une 80aine. Sous le mandat social, je suis choqué et scandalisé de voir que Wassem a pu congédier 700 jeunes. Togoraï a pu congédier 200 jeunes. Seko BTP a congédié 800 jeunes. Aujourd'hui, c'est le groupe Sud Média qui est victime de l'arbitraire, de l'injustice, qui congédie 80 jeunes. Or, une jeunesse, c'est l'épine dorsale. Et quand vous prenez la population togolaise, elle est majoritairement jeune. Faites le compte de ces catégories de jeunes que je viens de citer, qui ont été congédiés. Et même en dehors de l'épine dorsale qu'est une jeunesse ou que soit une jeunesse, vous savez très bien qu'en économie, l'économie égale travail. Pour faire fonctionner l'économie togolaise, il faut qu'il y ait des travailleurs. Voilà. Et vous l'avez bien compris. Et ça, on nous dira que ceux qui disent qu'ils font la promotion de la jeunesse, qu'ils ont à cœur les aspirations de la jeunesse, c'est eux qui le font. Et donc, les propos de nos dirigeants sont en contradiction avec les actes qu'ils posent. Il faut avoir le courage de le dire. Ça, nous sommes sous un mandat social. Et vous avez vu que déjà, nous avons dépassé 1 million de jeunes qui sont en chômage sous un mandat social. C'est l'aspect du mandat social. Maintenant, venons-en au droit. Est-ce que les textes qui régissent la presse togolaise donnent à la HAC le pouvoir de fermer ou bien de retirer les fréquences? Je dirais ceci. Lorsque nous avons consulté les lois, d'abord, la constitution togolaise, en son article 26, alinéa 3, elle est claire. Et la HAC, et nous, citoyens, nous avons un seul père, c'est la constitution togolaise. Les missions qui ont été dévolues à la HAC, parmi ces 3 principales missions, il n'y a pas ça. Et l'article 26, alinéa 3 dit, si vous voulez faire ça, c'est pas une décision de la justice. La justice. 1. 2. L'article 130 situe clairement les missions de la HAC. Il n'y en a pas. Quand vous prenez l'article 119,
qui a trait au contentieux. Mais l'article est clair. Quand il y a un contentieux, soit vous saisissez les juridictions administratives, peut-être pour une sanction administrative, ou les juridictions judiciaires. Mais c'est ce que l'article dit. Mais la HAC n'est pas une juridiction, pardon. La HAC est une institution. Mais quand vous vous mettez à violer allègrement ces lois-là, alors que vous êtes vous-même garant du respect de ces lois, qu'est-ce que les autres citoyens feront? Pire, la loi organique, l'article 58, donne les conditions, les situations dans lesquelles le retrait de la fréquence doit être fait. Mais cela n'a même pas été le cas. Plus grave, la correspondance de l'un des conseillers de la HAC, qui désavoue d'abord le fait qu'il n'y a jamais eu de plénière au cours de laquelle la décision a été prise de fermer LCF et City FM. Il va loin en disant, mais nous vivons dans quel pays où la structure que vous fermez aujourd'hui a pu bénéficier pendant 9 ans de l'aide de l'État à la presse? Mais sur quels critères? Nous avons toujours l'occasion, nous le dirons toujours, que le régime togolais, le système qui incarne le pouvoir togolais, a toujours fonctionné sur la base de 2 poids 2 mesures. Moi, j'ai déposé les dossiers de la Gazette du Golfe le 4 mai 2012. Mais j'ai été surpris que cette nouvelle mandature, quand elle a été installée, j'ai envoyé une note à M. Pitang Tchala pour lui dire que feu Kokou Tozoum m'a injustement privé de mon droit, et j'ai joint à la lettre toutes les correspondances que j'ai envoyées à son prédécesseur. Vous savez que j'ai été saisi depuis la HAC et on m'a dit que vos dossiers ont disparu. Moi, mes dossiers que j'ai déposés contre quittance que la HAC même m'a délivré ont disparu. Alors, on me demande de refaire d'autres dossiers que j'ai déposés il y a bientôt 3 mois. Je n'ai pas encore eu de suite. Je m'élève, je proteste, même si je sais que ce que je dirai ne tombera pas dans les oreilles de ces conseillers. Moi, je dirai qu'ils sont en train de mal faire. Je dis, et dans ma lettre que j'ai envoyée au président de la HAC, à M. Pitang Tchala, je lui ai bien dit, soyez au service du peuple et non d'un homme. Merci à vous, Ildefonse Akpaki. Merci d'avoir accepté de débattre de toutes ces questions d'actualité avec nous. En France, j'annonce donc un groupe de travail pour mieux réfléchir et trouver des solutions aux problèmes qui minent le secteur éducatif togolais. Et on apprend donc que cette initiative, bien sûr, qui était de Selam Klassou, le Premier ministre, le 18 janvier dernier. Après plusieurs rencontres, la montagne n'a accouché que d'une souris. Les conclusions n'ont suscité que déception et colère chez les enseignants. Et au total, 16 recommandations ont été adressées par la partie syndicale au gouvernement. Ces recommandations résument les droits et devoirs de l'enseignement et de tout le personnel éducatif. Le statut particulier de l'enseignant, suite aux conclusions, sera finalisé dans 6 mois sur demande de la C7. La pomme de discorde, vous la connaissez, et demeure les primes d'incitation conséquentes aux enseignants. En attendant le statut particulier, la partie gouvernementale a laissé entendre qu'elle n'est pas la mieux indiquée à prendre un tel engagement, puisqu'en n'ayant aucun pouvoir de décision dans ce groupe de travail, les ministres prétendent rendre compte acquis de droit avant tout engagement. Et là, on se demande si c'est fini ou encore très bientôt on ira encore à des séries de grèves dans le système éducatif togolais. Je crois que ceux qui disent ce pays-là, ils ont manqué de tact. Ils ne savent pas lire dans le signe des temps. Mais Dieu, je me rappelle cette scène de Pharaon. Vous avez vu, certains chefs d'État exhibent leur chrétienté, à l'instar de Yaya Jammeh. Mais quand Yaya Jammeh est parti, vous avez vu tout ce qu'on a pu ramasser dans sa chambre. C'est comme la fin de Pharaon. Il a adressé ses prières à son Dieu, et son serviteur est venu lui dire,
il n'écoute pas, il n'entend rien. Il faut que les gens essaient de lire dans le signe des temps. Merci à vous, Ildefonse Akpaki. Merci également à vous tous qui nous avez suivis ici à Lomé et partout ailleurs. Merci à Rapide Egbe pour l'assistance technique au micro. Elik Lingoka, donc à nous, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.